exemples dans le passé, je vais vous en présenter un. C'est le scandale des traitements hormonaux de substitution des années 70 puis 90. C'est quelque chose de tout à fait majeur, mais peut-être on l'a oublié. Les laboratoires pharmaceutiques à médicaliser la population, à transformer quelque chose de tout à fait naturel en problème sanitaire. Pourquoi ? Pour vendre davantage de produits et de camelotes, y compris au détriment de la santé de leurs, on ne peut pas dire patients, mais plutôt de leurs victimes. Donc je vous parlerai d'abord de ce premier scandale pour montrer qu'effectivement, inventer des maladies, inventer une crise sanitaire de toutes pièces, ce n'est pas quelque chose d'invraisemblable pour tous ceux qui vous traitent de complotistes et d'illuminés. Ensuite, le deuxième scandale sur lequel je voudrais revenir, c'est vous montrer comment il y a une corruption. Alors en termes techniques, en analyse économique du droit, on parle de capture du régulateur. Comment le marché, le secteur pharmaceutique est extrêmement corrupteur. C'est un des secteurs économiques les plus corrompus et les plus corrupteurs dans l'économie. Et comment ce secteur, en fait, va capturer le politique pour le faire travailler dans son intérêt. Et là aussi, je vais essayer d'illustrer, et ça permet au secteur pharmaceutique d'obtenir les autorisations dont ils ont besoin. Ça leur permet d'obtenir une protection en cas de plainte des victimes. Ça leur permet d'éviter à des actions coûteuses en dommages d'intérêt. Et je vais vous montrer comment il n'est pas du tout impensable pour un gouvernement de considérer que quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de morts, au fond, c'est juste une statistique. Et ça n'empêche pas de protéger ces entreprises qui sont extrêmement corruptrices. Et le scandale que je voudrais utiliser pour illustrer ce point-là, là encore, pour tous ceux qui vous traitent de complotistes, qui vous disent « mais non, c'est impossible, jamais le gouvernement ne sacrifierait, on ne peut pas nous mentir à ce point-là, mais enfin, réfléchis ». Donc c'est ça, quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le scandale des opiacés aux États-Unis. Selon les estimations, on en est entre 350 000 ou 500 000 overdoses pour des analgésiques. Donc bon... Voilà, on est au niveau, c'est le niveau génocide en fait du scandale sanitaire. Donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts, c'est pas du tout impensable dans ce genre d'industrie. Et donc je vais essayer d'illustrer cet aspect extrêmement corrupteur et cette espèce de mafia finalement pharmaceutique qui s'est créée et qui est apparue depuis très longtemps. Et enfin, pour donner un aspect un petit peu universitaire à la chose et pour justifier ma présence, faut bien que je vous serve à quelque chose. Au départ, moi, je suis un spécialiste. Moi, j'ai fait ma thèse en droit sur le droit de la concurrence. Moi, je suis un spécialiste plutôt de droit économique. Et donc là, j'ai fait ma thèse sur les infractions lucratives, sur pourquoi il est rationnel pour une entreprise en fait de violer la loi. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, si vous êtes face à une entreprise, vous n'êtes pas face à un être humain qui a des émotions et des sentiments. Vous n'êtes pas face à une personne qui a une moralité. Une entreprise n'a pas de moralité, elle n'a que des intérêts. Et donc, on a une branche du droit qui est dédiée à l'étude des conspiration économique, c'est comme ça que ça s'appelle une entente anticoncurrentielle en anglais, en droit américain, ça s'appelle conspiracy. Les conspiracies, complots, les complots, ça existe, il y a une branche entière du droit qui est dédiée à l'étude des complots économiques. Et je voudrais, en conclusion, terminer par là, parce que bon, c'est de l'économie, donc les étudiants ont tendance à détester ça, donc je pense que vous allez détester ça aussi, et je voudrais pas vous endormir, donc je vais d'abord faire les choses qui sont un petit peu plus... moins ennuyeuse, et je garde ce qui est ennuyeux pour la fin. Comme ça, si vous endormez, ça sera à la fin de ma conférence. Voilà. Puis ça sera pour les suivants. Bien. Moi, je chauffe pas la salle, je la refroidis. Fallait pas m'inviter. Bien. Alors, premier aspect du scandale,
c'est cette illusion de crise sanitaire. Comment on invente une crise sanitaire de toutes pièces? Alors, juste pour vous dire ce que je pense de la crise du Covid, je pense qu'il a été démontré qu'on a trafiqué les statistiques de mortalité en comptabilisant les gens qui étaient morts avec le Covid plutôt que les gens qui étaient morts du Covid. On a trafiqué les statistiques de morbidité avec cette confusion entre les tests et les malades. On a trafiqué les statistiques de saturation des hôpitaux, les statistiques on a interdit aux médecins de soigner, de prescrire. Tout a été absolument trafiqué du début à la fin pour créer cette illusion de crise sanitaire qui permet de justifier les autres mesures, qui permet de justifier les mesures d'exception, l'état d'exception et la dérogation au cadre normal et acceptable du droit tel qu'on le connaissait avant. Donc, je le dis très clairement, pour moi, le Covid-19, ça a été la mise en scène d'une crise sanitaire planifiée. Je n'irai pas plus loin, mais j'aurai des problèmes, mais enfin, voilà. Je pense qu'à ce stade-là, on l'a tous compris. Et on m'a demandé de vous montrer que par le passé, ce genre de manipulation avait déjà existé. Et l'exemple, à mon avis, qui est le meilleur pour illustrer ce point-là, c'est l'exemple de ces traitements hormonaux de substitution contre les effets de la ménopause. Donc c'est le médicament au départ qui s'appelle Prémarine et qui a été inventé, mis sur le marché en 1942. Ça date. Donc en 1942, on se rend compte que on peut utiliser des œstrogènes d'origine équine. Alors pour ceux œstrogènes d'origine équine, ça veut dire alors pas de cheval, mais de jument, hein, par définition. Je sais pas, ou de cheval transgenre, c'est vrai. C'est possible, hein, on est au XXIe siècle. Arrêtez de rire. Donc, on se rend compte que si on injecte des œstrogènes de cheval à des femmes, on peut supprimer ou compenser les effets de la ménopause. Et donc, on appelle ça traitement hormonal de substitution. C'est formidable, c'est la promesse d'une fontaine de jouvence. Et vous avez un gynécologue, donc le docteur Wilson, qui en 1966 publie un bouquin qui s'appelle Feminine Forever. Vous voyez, féminine pour toujours, vous voyez la promesse qui est faite. Après la publication de ce livre, vous avez les ventes de Prémarine, la prescription d'œstrogène est multipliée par 4. Dans les années 70, ce médicament est un blockbuster, il est extrêmement prescrit, c'est un des médicaments les plus prescrits aux États-Unis. Alors, manque de peau, on se rend compte de deux choses un petit peu gênantes. La première chose gênante, c'est que le docteur Wilson, le gynécologue qui avait fait un bouquin à la gloire de la Prémarine et du traitement hormonal de substitution, en réalité était payé par les labos. C'était un agent, c'était un VRP déguisé. Vous voyez déjà cette situation de conflit d'intérêts, cette situation de corruption des scientifiques qu'on a retrouvée avec le Covid. Donc c'était un agent des labos et il était rémunéré par des fabricants de Prémarine, qui avaient évidemment intérêt à vendre davantage de Prémarine, qui avaient intérêt à faire naître dans l'esprit des femmes que la ménopause était une maladie. Je cite le bouquin de Wilson, « Maladie grave, douloureuse et souvent invalidante ». Il y a pire, attendez, il y a pire. Alors, ne me jetez pas de cailloux, ce ne sont pas mes mots. Le but du traitement Prémarine, c'était faire en sorte que la femme ménopausée soit beaucoup plus agréable à vivre et ne devienne pas terne et peu attrayante. C'est dans le bouquin, hein. C'est dans le bouquin. Mais non, mais on pourrait trouver ça rigolo, mais c'est scandaleux. Mais c'est déjà la technique du nudge qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire qu'on va invoquer non seulement des arguments sanitaires extrêmement sérieux, on va faire peur aux gens sur leur santé, c'est sérieux, l'ostéoporose, ah là là, c'est très très grave. Oui, c'est vrai, c'est grave. On va avoir un argument sanitaire de santé,
Mais on va aussi avoir un argument complètement irrationnel où on va faire une promesse un peu folle à quelqu'un pour qu'il achète la camelote. C'est des bonimenteurs. Donc cet aspect de corruption, de conflit d'intérêts, de manipulation, vous voyez, il est déjà présent dans cette affaire. Le bouquin donc date de 66. Le deuxième point qui est très embêtant, dont on se rend compte au milieu des années 70, c'est qu'en fait l'administration d'œstrogènes à ces doses-là provoque des cancers de l'endomètre, augmente le risque de cancer de l'endomètre. Donc là, les ventes de Prémarine sont divisées par 4. Le laboratoire pharmaceutique a un problème, il faut qu'il trouve un nouveau moyen pour réactiver ce blockbuster, pour de nouveau médicaliser toutes ces femmes ménopausées qui sont malades sans le savoir. Donc ils font plus de recherches, ils font plus d'études et donc ils inventent le traitement combiné, le traitement hormonal de substitution combiné où on va administrer à la fois œstrogène et progestérone progestatif. Et là, c'est formidable. De nouveau, hop, les ventes sont reparties et la FDA, la Food and Drug Administration, va donner l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché en 1988 pour le traitement préventif de l'ostéoporose. L'indication de traitement, c'est traitement préventif de l'ostéoporose. Et donc, à partir de là, le labo est tellement enthousiasmé par les ventes de son Prem Pro, donc la Prémarine qui est devenue Prem Pro, œstrogène plus progestérone, essaye de trouver de nouvelles indications, essaye d'étendre encore le marché pour son médicament. Et donc, il lance une grande étude randomisée avec des dizaines de milliers une cohorte de dizaines de milliers de patientes pour étudier tous les effets bénéfiques de ce traitement hormonal de substitution. Et là, patatras, de nouveau, 10 ans plus tard, en 2002, vous avez une annonce fracassante qui a été une date dans les milieux scientifiques. 9 juillet 2002, arrêt de l'étude, puisqu'il est prouvé, puisque lors de cet essai, ils se rendent compte que là aussi, l'administration de ce traitement hormonal de substitution augmente le risque de maladies coronariennes, d'infarctus et de cancer du sein. Sachant que pendant les années 90, ce Prempro était le médicament le plus prescrit. Pas un médicament à succès, mais le médicament le plus prescrit aux États-Unis. Ça a rapporté des milliards de dollars. Et alors, Wyeth, le laboratoire, c'était Wyeth, mais qui a été ensuite racheté par Pfizer. Pfizer, finalement, a dû débourser 1 milliard de dollars en transactions de dommages-intérêts pour les personnes qui avaient qui avaient développé des cancers du sein. Alors, dans ce scandale, à l'intérieur de ce scandale, il y a un scandale dans le scandale, qui est le scandale des méthodes utilisées par Wyeth Pfizer, par les labos pharmaceutiques, pour faire la promotion de leurs produits. Donc, dans le cadre de l'action judiciaire qui a eu lieu aux États-Unis, de l'action de groupe qui a eu lieu aux États-Unis sur ce scandale, il y a des documents qui ont été révélés, des documents internes à l'entreprise. Et là, on se rend compte que, en fait, les laboratoires pharmaceutiques embauchent des sociétés spécialisées dans la rédaction d'articles scientifiques. Donc, vous avez des entreprises qui utilisent des écrivains, des rédacteurs techniques qui sont capables de pondre n'importe quel papier sur n'importe quel médicament pour en vanter, pour obtenir n'importe quel résultat, pour obtenir le résultat attendu par le laboratoire pharmaceutique. Et ensuite, ils font endosser, ils font signer ce pseudo-article scientifique par un véritable universitaire qui va accepter de monnayer, de prostituer sa réputation, son nom et son titre pour donner du crédit à cet article pseudo-scientifique. Et vous savez ce qui est le plus triste dans cette situation, c'est que cette entreprise, donc là en l'espèce c'était Design Right, mais il y a certainement plusieurs sociétés qui sont spécialisées là-dedans, ils organisent des conférences internationales, ils organisent des symposiums, ils sont même capables de vous inventer une fausse revue scientifique si vous en avez besoin. Toute ressemblance avec le scandale du Lancet Gate ne serait absolument pas une coïncidence, ne serait absolument pas fortuite. Mais le plus triste dans toute cette histoire, c'est que les universitaires n'ont même pas besoin d'être payés
millions de dollars ou des centaines de milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars pour être corrompu. L'universitaire est la prostituée la moins chère de tous les temps, puisqu'il suffit de lui promettre une publication dans le futur, dans une revue à fort impact. Il suffit de lui promettre de publier un papier dans le futur parce que l'universitaire a une forte pression pour publier. Et donc, on n'a même pas besoin de le rémunérer, en fait. Ça ne coûte pas cher. Donc ça, c'était le scandale dans le scandale. Et ça montre bien que cette corruption du monde pharmaceutique, elle est ancienne. C'est un secteur qui est corrompu jusqu'à la moelle, qui a même créé une industrie de la corruption. Vous avez des sociétés spécialisées dans le fait de fabriquer des faux articles scientifiques. C'est leur boulot. Tout le monde le sait. Et avec le Covid, ça nous a pété à la gueule. Oui. Deuxième scandale. Ok, je vais faire très vite. Deuxième aspect dans le scandale du Covid, qui permet de voir que c'est... Donc d'un côté, on a inventé une crise sanitaire de toutes pièces, mais de l'autre côté, on a un gouvernement ou des gouvernements qui ont couvert le vrai scandale sanitaire, qui est le scandale de la vaccination, qui ont justifié et qui sont en train de dissimuler tout ce qui pourrait porter atteinte aux intérêts des laboratoires pharmaceutiques sur le vrai scandale des dommages causés par la vaccination. Là, je suis désolé, je vais prendre un petit peu de temps, je vais essayer de faire très vite, mais la corruption de l'État, la corruption de l'exécutif, du législatif et du judiciaire et du médiatique aussi est absolument indispensable pour que les laboratoires pharmaceutiques puissent parvenir à un tel résultat. Si on avait des autorités de contrôle, si on avait des autorités de régulation qui font leur boulot, il serait absolument impossible pour Pfizer d'avoir injecté autant de monde. Ils n'ont injecté autant de monde que parce que c'est l'exécutif et le législatif, c'est le gouvernement et le Parlement qui ont joué le rôle de VRP, le rôle de marketing pour la vaccination. Ils peuvent aussi compter sur la complicité judiciaire de l'État, puisqu'ils ont obtenu par avance une immunité contre toute poursuite en cas de dommages. Vous savez que la Commission européenne refuse toujours de livrer la version non confidentielle des contrats qui ont été signés avec les laboratoires pharmaceutiques. Dans ces contrats, il y a une clause d'immunité totale. Les laboratoires pharmaceutiques veulent le profit, mais ne veulent pas, évidemment, les éventuelles pertes sur un médicament, évidemment, qu'ils n'ont pas testé. Ils savent que ça va être un nid à contentieux. Et pire, l'État lui-même s'est prémuni contre toute action en responsabilité en nous faisant un vaccin non obligatoire, mais sous contrainte. C'était le but de ma plainte devant la CEDH, de dire qu'on était là face à un cas nouveau et absolument pas réglé par la jurisprudence. On n'était pas face à une hypothèse de vaccination obligatoire, on était face à une hypothèse de vaccination sous influence, sous contrainte. Quel est le but de cette vaccination non obligatoire, mais on vous fait croire que c'est obligatoire? Eh bien, ça permet d'échapper aux dispositions du Code de la santé publique qui prévoit l'indemnisation des victimes de vaccination obligatoire par la solidarité nationale. Si vous avez choisi spontanément et volontairement de vous faire vacciner et que vous subissez un dommage, vous allez devoir passer par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Vous allez devoir établir le lien de causalité entre le dommage que vous subissez et la vaccination. Sauf que ce lien de causalité, bon courage pour l'établir si vous connaissez un petit peu la jurisprudence. Par exemple, sur l'affaire de l'hépatite B, du vaccin Sanofi contre le Genevac B contre l'hépatite B. Donc vous avez, de mémoire, vous aviez une personne qui s'était faite vacciner en 1995. Il a fallu qu'elle attende une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2017 pour que la Cour de justice de l'Union européenne indique aux juges français qui avaient auparavant rejeté les procédures sur le fondement de l'absence de lien de causalité, que oui, le juge avait le droit d'utiliser la technique du faisceau d'indices, la technique de la présomption
la présomption, voilà, pour prouver le lien de causalité, et qu'on n'était pas obligé de prouver directement le lien de causalité. Donc il a fallu juste 22 ans pour résoudre la question technique de est-ce qu'on peut utiliser la technique du faisceau d'indices et des présomptions en droit pour prouver un lien de causalité. Donc la réponse est oui, hein, ça fait juste 2000 ans hein, qu'on connaît le mécanisme de la présomption, mais il a fallu plus de 20 ans aux tribunaux pour se mettre d'accord pour dire que oui, bah, sur l'hépatite B, effectivement, là, c'est difficile à prouver, donc on va laisser la victime utiliser une technique de présomption. Donc bon courage aux personnes qui sont atteintes de dommages vaccinaux. Bon courage aux familles qui auront perdu des proches, des enfants ou des parents pour cette raison, parce que l'écoulement du temps, le temps judiciaire fera qu'ils seront dégoûtés et que même s'ils obtiennent justice, ce sera au bout d'un temps infiniment long, parce que ça va buter sur quoi? Je vous en fais la prédiction, sur le lien de causalité. C'est toujours comme ça et ça sera la même histoire. Et vous ne pourrez pas avoir recours au régime, à l'indemnisation par l'ONIAM, par l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, parce que ce n'était pas une vaccination obligatoire. C'est vraiment un tour de passe-passe, c'est un tour d'escamotage. D'un côté, il n'y a pas de responsabilité des laboratoires pharmaceutiques, et de l'autre, il n'y a pas de responsabilité non plus de l'État. Vous êtes tout seul avec votre maladie ou votre décès. Alors, pour illustrer ce point sur le fait que finalement provoquer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de morts, ça n'a jamais défrisé le cheveu d'un commercial, d'un labo ou d'un administrateur, d'un haut fonctionnaire de l'État. Prenons l'exemple donc de ce scandale des opiacés aux États-Unis. Le nom du médicament, c'est Oxycontin. C'est commercialisé par Purdue Pharma depuis 1996. C'est un analgésique qui était censé, ça a été autorisé, c'était censé avoir très peu d'effets addictifs. Et donc ça permettait aux médecins de prescrire cet analgésique, cet antidouleur dans de très très nombreux cas. Manque de bol, en réalité, les effets de l'oxycontin sont de beaucoup plus courte durée, donc ils entraînent un fort effet de manque très rapide qui pousse le patient à consommer encore davantage d'antidouleurs, et donc il se retrouve pris dans une spirale infernale qui va le mener à l'overdose. Il doit consommer toujours plus d'analgésiques. Cet analgésique, cet antidouleur, donc, a été au départ inventé par Purdue Pharma parce que leur précédent analgésique était tombé dans le domaine public. Ils faisaient face à la concurrence des génériques, donc ils ont voulu inventer une nouvelle molécule qui serait couverte par un brevet pour de nouveau réactiver leur profit. Et effectivement, l'Oxycontin leur a rapporté 35 milliards de dollars de bénéfices. C'est formidable. Sauf que, comment ils ont fait pour obtenir l'approbation par la FDA? Cet antidouleur, il a été approuvé par un médecin qui s'appelle donc le docteur Curtis Wright, donc qui en 1995 était responsable de l'autorisation de mise sur le marché de l'Oxycontin. Et figurez-vous que 2 ans plus tard, 2 ans après avoir donné l'autorisation pour cette antidouleur supposément analogue de la morphine, hein, cette antidouleur supposément sans effet addictif, eh bien 2 ans plus tard, Curtis Wright quitte la FDA pour entrer au comité de direction, vous l'avez deviné, de Purdue Pharma. C'est de la corruption, mais c'est parfaitement légal, il n'y a pas de contrôle là-dessus, c'est un mécanisme de capture du régulateur. Bon, voilà les deux scandales que je vous ai rappelés pour montrer que ça existe, ça a existé. En conclusion, très rapide. En conclusion, juste pour vous donner les mécanismes économiques qui font que le secteur pharmaceutique est extrêmement corrupteur. Je ne pense pas que ce que nous vivons est dû à la méchanceté des hommes ou à leur manque de moralité. C'est pas la question. Enfin oui, on a des hommes faibles et des hommes lâches. Ça en fait partie. On a des hommes faibles, et on a des hommes lâches, mais on a surtout une structure, un système économique qui provoque, qui favorise cette corruption, qui est un terreau fertile pour cette corruption. Pourquoi ? Parce que le secteur pharmaceutique, le marché du médicament est un marché très particulier, en raison d'un phénomène très simple qui s'appelle la falaise des brevets. Lorsque vous êtes un labo pharmaceutique,
votre médicament, il a une durée de vie de 20 ans. Lorsque vous fabriquez un médicament, vous savez que vous allez pouvoir l'exploiter seulement pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, le brevet va expirer et donc vous allez faire face à la concurrence des génériques et vous n'allez plus faire de profit pour votre médicament. Donc vous avez une durée d'exploitation de 20 ans. Mais en fait, sur cette durée d'exploitation de 20 ans, il faut retirer au moins 10 ans pour les essais cliniques. Entre le moment où vous allez breveter votre nouvelle molécule et le moment où cette molécule va être se retrouver sur les étagères des pharmacies, il va s'écouler 10 ans d'essais cliniques de phase 1, 2, 3, jusqu'à la phase 4 où vous pouvez commercialiser. Et donc, en réalité, il ne vous reste plus que 10 ans pour faire votre beurre avec votre médicament. Il ne vous reste plus que 10 ans pour que ce médicament soit suffisamment rentable pour couvrir les coûts de développement, de recherche et développement de cette molécule, mais aussi des candidats médicaments qui n'ont pas fonctionné, et puis, accessoirement, faire un petit peu de profit pour l'actionnaire. Donc vous devez exploiter, vous devez extraire chaque microgramme d'argent, de dollars de ce médicament, le pressurer comme un citron, parce qu'au bout de 20 ans, c'est terminé, votre brevet est expiré. Et donc, c'est un problème structurel de l'industrie pharmaceutique qui fait qu'il se trouve dans une très grande crise. Et je vous donne juste ce chiffre pour terminer. Pfizer, en 2010, avait atteint son pic de chiffre d'affaires à 65-67 milliards de dollars, notamment grâce à son médicament anti-cholestérol, le Lipitor. Quand je vous dis qu'ils veulent médicaliser le monde entier. Sauf que ce Lipitor est arrivé à expiration en 2011. Et donc, d'une année sur l'autre, l'année suivante, donc après avoir eu ce pic à 65 milliards, l'année suivante, Pfizer avait perdu 41% de son chiffre d'affaires. Ils avaient perdu 10 ou 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires en une année. Et c'est comme ça tous les ans. En réalité, ce sont des entreprises qui sont obligées en permanence de cannibaliser d'autres entreprises, de faire des fusions-acquisitions, de racheter d'autres entreprises pour acheter plus de parts de marché et qui sont obligés en permanence d'avoir de nouveaux médicaments dans le pipeline et donc d'inventer notamment des traitements à base de biotechnologie pour créer de nouvelles manières, de nouveaux brevets, de nouvelles façons de soigner d'anciennes maladies, de manière à avoir de nouveau des brevets et à échapper à cette malédiction de la falaise des brevets. Voilà. Donc, avant le Covid-19, la situation n'était pas très brillante pour Pfizer et pour l'industrie pharmaceutique. Heureusement, la bénédiction du Covid est arrivée. Je vous remercie. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Bravo.